Bonjour Philippe Labro. Bonjour. C'était il y a 60 ans, on a tiré sur le président JFK. Vous étiez présent à l'université de Yale pour faire un sujet et vous avez appris la mort du président des États-Unis. J'allais presque dire, c'est presque un tournant dans votre vie, Philippe, à ce moment-là. Pas seulement dans la mienne, hein. C'est un tournant historique, avec un H majuscule. C'est un tournant historique pour moi parce qu'effectivement, étant jeune reporter, ça a été un des grands moments de ma vie et de ma carrière journalistique, puisque j'ai eu la chance d'être sur le territoire américain. Je suis parti très très vite, je suis arrivé à Dallas le lendemain matin, et j'étais le seul journaliste français avec un confrère de l'AFP qui malheureusement a disparu, François Pelou, un type remarquable. On était les deux seuls Français, au milieu de 200 à 250 ou 300 journalistes, sur place dans le commissariat de police de Dallas. Donc effectivement, pour moi, ça a été... D'abord, j'ai vécu un moment d'histoire. Hein. C'est un des grands tournants de la fin du XXe siècle, hein, sans aucun doute. Et là, immédiatement, vous vous plongez dans ce que va devenir l'affaire Kennedy. Encore aujourd'hui, dont on n'a pas toutes les certitudes sur ce qui s'est passé ce fameux 22 novembre 1963 à Dallas. Il y a tellement de détails qu'on ne va pas rentrer dedans, mais il y a deux théories. Il y a celle qui est assez majoritaire, d'ailleurs, selon quoi c'est un complot, qui a été organisé par la mafia, la CIA, les anciens de Cuba, la baie des cochons, qui en voulaient à Kennedy pour les avoir soutenus. Bref, tous les gens qui en voulaient à Kennedy, il y en avait un paquet. Et puis il y a d'autres gens comme moi, et d'autres journalistes, et des historiens, et j'en connais quelques-uns, des historiens américains de très haut niveau, qui disent non. C'est ce qu'on appelle un concours de circonstances. C'est ce que Anthony Lewis, le grand journaliste du New York Times, appelait la tragédie sans raison. Oui. C'est-à-dire que ça peut arriver, des circonstances qui se croisent, qui font que d'un seul coup, arrive un événement qu'il arrive un tous les 1000 ans, mais c'est concevable. Donc je ne dis pas que nous avons raison de dire qu'il n'y a pas de complot, mais je dis, montrez-moi les preuves, apportez-moi les preuves du contraire. Oui, vous vivez dans cette enquête, Philippe, à l'époque, au point que vous allez être entendu par la commission Warren, qui enquête sur l'assassinat du président Kennedy. Le FBI va venir vous interroger. Oui, parce que j'ai rencontré le samedi après-midi dans les couloirs du commissariat de police de Dallas un bonhomme assez étrange, avec un chapeau, des rouflaquettes, un peu gominé, qui ressemblait pas à un journaliste, qui s'appelait Jack Ruby. C'est l'homme qui va tuer Oswald le lendemain. Donc on a bavardé. Donc j'ai écrit un article là-dessus. Eh bien, la commission Warren, qui enquêtait sur tout, pour être le plus précis dans tous les détails, envoie 2 mois plus tard, 2 agents du FBI de Washington pour m'interroger parce que mon papier dans France Soir avait été lu par la commission. Ce qui prouve quand même que ils ont été très loin dans les investigations. Ils voulaient simplement savoir qu'est-ce que m'avait dit Ruby, quelle impression m'avait fait, comment il se déplaçait au milieu des flics. Vous avez dit quoi? L'assassin de Lee Harvey Oswald, c'est-à-dire l'assassin présumé du président Kennedy. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Quand il m'a rencontré, il m'a dit « Ah, vous êtes français. Ah, la France, folie bergère. » Pour lui, la France, c'était la folie bergère. Il m'a dit 3 bêtises. Il m'a donné sa carte pour que j'aille le voir dans son club de striptease qu'il avait d'ailleurs fermé, en signe de deuil. Et puis c'est tout. Et puis il m'a tourné le dos, il est allé bavarder avec les flics. Il rentrait dans ce commissariat comme chez lui. Il était chez lui. Ils le connaissaient tous. « Hi Jack, how are you Jack? Comment ça va Jack ?» Oui, et alors pourquoi il tue Oswald? Alors... Parce que tout le monde a l'image de cette mort en direct, quasiment. À la seconde où Kennedy est assassiné, Ruby, qui était dans ses bureaux ou dans son club, s'est mis à dire « C'est pas normal, on a tué mon président et il faut venger Jackie ». Déjà, il disait cela. Et il disait, on va s'en occuper, parce que les flics ne le feront pas, bien entendu, la police ne le fera pas, ni le gouvernement. Donc on va la venger. Donc c'était une idée de vengeance. 1. 2, il cherchait la célébrité, bien évidemment. Et 3, il a dit, pardon d'employer cette expression vulgaire, on va leur montrer que les Juifs ont des couilles. Jack Ruby, c'est Jack Rubinstein, les Juifs. Et il dit ça aussi. Donc une fois qu'il a tiré sur Oswald, il croit, Jack Ruby, qu'on va le laisser sortir dans la rue et qu'on va l'applaudir. Il se croit un héros, une célébrité. Il ne comprend pas qu'on le met en prison. On commençait à l'interroger. Parce qu'effectivement, la mort de Kennedy, ça met tout un pays dans le choc. La popularité de Kennedy à ce moment-là... Alors, la popularité, il faut faire attention, elle n'est pas complète. Il ne faut pas oublier que quand il arrive au Texas, les Texans sont contre lui. Il y a une page entière d'un journal local qui dit « Wanted for treason ». Recherché pour trahison. Oui, même menace de mort. On peut dire, attention, il y a toujours on pourrait même penser que c'est la mafia qui va l'abattre.
La mafia, la CIA, tous ceux qui avaient une raison de lui en vouloir, il y en avait un paquet, comme il y en a toujours avec un président, quel qu'il soit. Le président, il n'est pas aimé de tout le monde. Il était conscient de ça, Kennedy, à ce moment-là? Bien sûr. Il dit à sa femme, quand ils arrivent à Houston la veille, tu vois, il aurait suffi de quelqu'un à la fenêtre là-bas pour me tirer dessus. Et il lui dit, nous sommes chez les fous, nous sommes arrivés chez les fous. Pour lui, le Texas, c'était des fous. Il se rend quand même à Dallas. Il y va pour des raisons électorales, mon ami. Il est à une année de sa réélection, il commence à travailler le terrain, le territoire. Johnson, qui est son vice-président, qui lui appartient au Texas, lui a dit « faut venir pour avoir des voix, pour être sûr que le Sud va voter pour vous ». Donc c'est un voyage électoral. Il n'avait pas du tout envie d'y aller. Beaucoup de gens lui avaient dit « il ne faut pas y aller ». Mais il y est allé. Oui. Et donc là encore, c'est une circonstance. C'est un concours de circonstances. Mais je pense qu'il serait allé à Miami ou à San Antonio quelques mois plus tard, on aurait pu aussi lui tirer dessus. Oui. Vous dites au fond, s'il n'avait pas été abattu, pensez-vous, par Oswald ce jour-là, il aurait été tué peut-être par la mafia après. Peut-être par la mafia ou quelqu'un d'autre. N'oubliez pas non plus que les États-Unis nous le montrent depuis un demi-siècle. C'est un pays où les gens ont les armes entre les mains et tirent un peu sur n'importe qui, n'importe quand. Oswald est un frustré, il est malheureux, il a eu une enfance très compliquée, sa mère s'est pas bien occupée de lui. Il était toujours caricaturé, isolé, on l'aimait pas. Chez les Marines, il a eu des problèmes, il a tout le temps eu des problèmes. C'était ce qu'on appelle un loser, un perdant. Mais pourquoi il tire sur le président Kennedy? Là encore, concours de circonstances? Oui, non mais il a tiré 6 mois auparavant sur un général d'extrême droite qui s'appelait général Walker, avec le même fusil. Bon, fusil, la balle n'a pas atteint Walker, et le FBI, qui était censé à ce moment-là commencer à enquêter sur cet homme qui se met à tirer sur des gens, l'a plus ou moins négligé. Et c'est un des problèmes de cette commission Warren et du silence autour de certains éléments, c'est que le FBI ne veut pas admettre qu'ils se sont trompés sur Oswald, qu'il aurait fallu le surveiller de plus près. La CIA, pareil. Donc il y a ça aussi. Mais quand Oswald arrive dans l'immeuble dans lequel il est engagé comme manutentionnaire, personne ne sait qu'il va y avoir un défilé. C'est 3 mois avant, hein. Oui. À peine 3 mois, oui. Personne ne sait qu'il va y avoir un défilé. Personne ne sait encore même que Kennedy vient à Dallas. Donc ne me dites pas que c'est organisé. Oui, et vous pensez qu'il est seul? Parce que là, on va revoir les images de Zapruder, le seul film qui montre le drame. Oui. Mais il y a eu beaucoup évidemment, de versions différentes selon la direction de la balle, comment la tête de Kennedy est partie en arrière. Mais oui, mais c'est un réflexe qui d'ailleurs été défini par les toubibs. Moi, je ne connais pas par cœur, mais ils disent que c'est un réflexe normal. La tête qui part en arrière, c'est un... Je ne sais plus quel est le terme, mais enfin, on le trouvera. Bon. Oui. Mais qui interroge sur l'origine. C'est une réaction neuromusculaire. Bon. Donc, la tête part en arrière. Donc, tout le monde croit que le fait que la tête part en arrière, c'est qu'on a tiré de face. L'autopsie a démontré que tout était venu de l'arrière, dans sa nuque à lui, et son cerveau. Donc, si vous voulez... Donc, un seul tireur. Pour vous, c'est clair? Pour moi, pas seulement moi. Laurent Geoffrin, qui est un historien, journaliste et historien, il a la même vision. Il dit très bien, prouvez-nous le contraire, apportez-moi la vraie preuve. C'est-à-dire, faute de mieux, je choisis, moi, je prends le pari, c'est un risque. Et d'ailleurs, je ne suis pas tellement nombreux, parce que tous les médias en France et ailleurs vogue dans le complot. C'est tellement mieux qu'il y a un complot. Là, on entend dire en ce moment un bouquin qui sort avec... Bien sûr. Il y aurait eu un Français qui aurait participé à cet assassinat. Et tout d'un coup, comme ça, au bout de 60 ans. Vous ne croyez pas du tout à ça? Non, je pense que c'est de la fiction. Je pense que c'est du roman. Alors, il y a peut-être quelques éléments, oui, peut-être, on ne sait pas. Parce que c'est tellement mêlé tout ça, il y a tellement de gens impliqués. C'est très, très compliqué, cette affaire. Mais si on essayait de simplifier, ça fait 60 ans. En 60 ans, qu'est-ce qui est intervenu? Il y a eu 2 enquêtes, dont une en 78, qui a émis l'idée qu'il y avait probabilité de complot parce qu'il y avait un problème d'acoustique d'une moto, d'un motard. Et après, on s'est aperçu que l'acoustique n'était pas bonne et que donc cette preuve n'était pas bonne. Donc, encore une fois, vous êtes dans le flou, dans le vague, dans l'irrationnel. Et mon choix, moi, mais pas seulement, vous avez 3 grands historiens américains, Robert Dallek, Robert Caro, William Manchester, Anthony Lewis du New York Times,
qui dit « Personne ne veut accepter la tragédie sans raison ». Il n'y a pas de raison, c'est irrationnel. Oui. La raison, c'est celle d'Oswald. Une forme de malédiction des Kennedy, quoi, comme on a dit souvent. Oui, non, mais ça va continuer encore après les Kennedy. Bon. Il y a aussi la mentalité d'Oswald. Oswald dit à sa femme, quelque temps auparavant, tu verras, un jour, je ferai quelque chose qui me rendra l'homme le plus célèbre du monde. Il lui dit ça. Oui. Bon, la veille, quand il s'en va, il pose sa bague sur le lavabo. Ça veut dire, je m'en vais. Oui. Hein, genre, il va m'arriver quelque chose. Et il part avec quelqu'un qui l'emmène en voiture, s'il ne conduit même pas, avec une espèce d'immense truc qui dit que c'est des tringles à rideau. Ben, c'est pas vrai, il y a un fusil dedans. Donc, il a préparé, il a imaginé qu'il allait pouvoir tirer sur cet homme. Donc, vous vous dites, au fond, d'ailleurs, ce qui le montre, c'est qu'après, il tire sur un flic. Mais évidemment. Au fond, s'il n'a rien fait, il ne tire pas sur un flic. Bon. Il descend les 3 étages, il croise un policier qui va pour l'arrêter. Le patron du building lui dit « Non, c'est un homme à nous, vous inquiétez pas ». Donc il part. Il part en cours chez lui. Qu'est-ce qu'il fait chez lui? Bon, il change de chemise ou de veste, il prend un revolver. Bon, c'est pas tout à fait innocent. Hein. Donc il prend son revolver et il part. Il part dans quelle direction? La direction de la station d'autobus qui amène au Mexique. Parce qu'il veut fuir, il veut quitter. Il va aller vers le Mexique pour éventuellement aller à Cuba, parce que son rêve, c'est Cuba. Bien. Alors, il a ce revolver et il est interpellé dans la rue, dans une avenue, par un policier qui a eu le signalement, parce qu'il y a appelle à toutes les voitures, hein, on donne le signalement du suspect. Le policier s'appelle J.D. Tippit, il sort de la voiture pour contrôler l'identité de cet homme, qui ressemble au suspect. C'est le suspect. Et qu'est-ce qu'il fait aux autres? Il prend son pistolet, il lui fout 4 balles dans la poitrine. Il y a 12 témoins. Que les complotistes ne viennent pas me dire que ça n'a pas eu lieu. Pourquoi Oswald tue l'officier Tippit? Oui. Expliquez-moi. Et là-dessus, il court, il se réfugie dans une salle de cinéma, et là, la police arrive et l'arrête. Et là, il dit, enfin, c'est fini. Oui. Et après, il dira beaucoup de choses. Dans un cinéma, non? Il est rentré dans un cinéma. Oui. Après, il dira beaucoup de choses. Et il dira, non, on ne m'a jamais dit que j'avais tiré sur le président. Non, je ne suis qu'un pigeon. Mais il peut mentir, non? Il faut admettre l'idée qu'Oswald ment s'il est coupable. Oui. Moi, il y a autre chose qui m'a frappé. Il faut aussi parler de ça. C'est que c'était, pardon d'employer l'expression, le bordel. C'était Fantasia chez les Ploucs, petit commissariat de police, la police locale totalement débordée, avec un shérif, Will Fritz, dont je me souviens encore à cause de son nez tout rouge, parce qu'il tapait beaucoup sur le Bourbon. Oui. Un vieux de la vieille, un malin, hein, il avait résolu beaucoup de cas, mais qui quand même interrogeait Oswald. Imaginez-vous, il interroge l'homme à ce moment-là le plus important de l'histoire, hein, sans notes, sans magnétophone, sans secrétaire, pour noter ce qu'il dit. Ça se passe comme ça, il est en face de lui, il l'interroge. Bon. Donc il n'y a même pas d'archives du dialogue entre Fritz et Oswald. C'est dingue. Oui, et tout est dingue. On imagine donc Jackie avec son tailleur couvert de sang, même d'éclats de cervelle de son mari, Chanel, oui. Hein, et qui, bon, quelques heures plus tard, se retrouve dans l'avion. Femme admirable, héroïque. Avec Johnson qui prête serment, et dont on a pensé qu'il souriait. Le président. Non, pas du tout. Non, il ne sourit absolument pas. Johnson est pénétré comme tout le monde par l'importance de cette tragédie et par l'importance de ce qui lui tombe sur les épaules. Il devient immédiatement président. Il faut d'ailleurs qu'il prête serment pour l'être. Donc il y a un juge local qui monte dans l'avion est au sol, et avec une Bible, pour qu'il prête serment pour devenir, parce qu'il y a la Constitution, pour être président. Il est au devant de l'avion, et à l'arrière de l'avion, il y a Jackie avec le cercueil de son mari, et les 3 gardes du corps irlandais, qui sont la garde rapprochée de Kennedy, ses vieux copains, ils sont tous là, picoler du whisky, parce qu'ils veulent essayer de tenir face à cette tragédie. Quelqu'un vient Jackie pour lui dire « Le président souhaiterait que vous soyez à ses côtés pour la prestation de serment ». O'Donnell dit à Jackie « N'y allez pas, madame ». Et elle dit « Si, Jack », parce qu'on prénommait Jack Kennedy. Jack aurait voulu que j'y sois. Et elle y va. Et elle est à côté de lui. Il y a cette fameuse photo, on la voit, le visage très pénétré, très grave. Évidemment, il a autre chose dans sa tête. Et Johnson est là, il prête serment sur la Bible. Personne ne sourit, mon vieux. Je peux vous dire que c'est pas drôle. Ouais. Mais il est président. À la seconde où il est président, où il a signé, donc, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord, allez, hop, faisons partir ce putain d'avion. Let's get this fucking
plane off the ground. C'est typique Johnson, ça. Et puis là-dessus, il se met déjà à donner des consignes, à organiser son entourage pour préparer ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va prendre le pouvoir totalement à Washington. Hein. Et au point même que c'est toujours pareil. Pendant le vol, c'est un petit détail, mais ça dit tout sur ce qu'est le pouvoir. Il commande une soupe de petits pois. Et bien d'un seul coup, tout le monde se met à manger des soupes de petits pois. Et ça y est, je suis le chef. Hein, on a tiré sur le président. Ça, c'était votre bouquin, Philippe, qui racontait tous ses souvenirs, incroyables, 60 ans après. Ouais. Vous vous rappelez du gamin comme ça, qui était fou d'Amérique, qui était là-bas, qui était là où il fallait être, qui s'est retrouvé à vivre ça. J'avais été étudiant là-bas à l'âge de 18 ans. Donc quand j'étais rentré à Paris, petit à petit, j'étais devenu journaliste pour un grand journal qui s'appelle François. Et François, normalement, m'envoyait tout le temps là-bas, puisque Labro, il était bilingue. Donc c'est pas un hasard. C'est pas par hasard que je suis là-bas. C'est les circonstances. Je crois, le mot hasard veut rien dire. Je crois au croisement d'éléments qui font une circonstance. Et c'est ça qui s'est passé à Dallas. Selon moi, encore une fois, j'ai pas forcément raison. Mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que tous les médias, à part vous, mon cher, sont là à tout le temps chercher et interroger les complotistes. Hein. Oui. Parce qu'on préfère des histoires. Tiens, sur Marilyn Monroe, avant l'assassinat de Kennedy, on a pensé qu'il avait une part dans cet assassinat. On se dit qu'il y a une violence endémique dans la famille Kennedy. Ah ben, de toute façon, il y a de la violence. De toute façon, c'est un pays violent. Faut jamais l'oublier. Kennedy, en plus de la malédiction, est-ce qu'il avait du sang sur les mains? Est-ce qu'au fond, ils ont une responsabilité dans la mort de Marilyn Monroe? Pas. Mais absolument pas. Oui. Non, ils ont une responsabilité dans le fait qu'ils l'ont un peu écartée, qu'ils l'ont abandonnée parce qu'elle était dans leur entourage à un moment donné, puisque elle, dans sa mythomanie, s'imaginait qu'elle allait remplacer Jackie, hein, sous prétexte qu'elle allait coucher avec le président et le frère du président. Mais coucher avec le président, ça veut dire quoi? Ça dure 35 secondes, pardon d'être cru. Ah bon? Angie Dickinson, la comédienne. Il y a des témoignages là-dessus, Philippe. Oui, il a eu des affaires avec beaucoup de femmes. L'une d'entre elles a dit « c'est l'histoire d'amour la plus courte de ma vie ». Oui, parce qu'il prenait des traitements pour son dos. Ça va très vite. Il souffrait du dos, il prenait des traitements qui le rendaient malade. Maladie d'Addison, qui lui donnait beaucoup de cortisone, beaucoup d'éléments qui augmentaient son priapisme, car il était priapique depuis toujours, dans les Kennedy. Priapique, pour dire ceux qui nous écoutent, ça veut dire qu'en fait, il était en érection permanente. Pas permanente, c'est ça que vous voulez dire. Pas permanente, mais il avait besoin de faire ça assez vite et assez souvent, voilà. Ça, on peut dire, ça casse un peu l'image légendaire. Ah, mais c'est une image complexe et contrastée et contradictoire. D'un côté, il y a un homme beau, intelligent, cultivé, courageux, héroïque. C'est un héros de guerre, n'oubliez pas. Il sauve ses compagnons dans le Pacifique parce que leur patrouilleur a été dézingué par les Japonais. N'oubliez pas ça. Et il a écrit des livres. Il a une culture. Mais avec un père terrible, le père ambassadeur terrible qui va faire écarter sa sœur parce qu'elle n'est pas à la hauteur, il la fera trépaner. Mais j'entends bien. J'entends bien. C'est une famille romanesque. C'est une saga, les Kennedy. Mais on en revient à ça. C'est un homme de grande classe et de grande qualité et qui, malheureusement, a vécu une présidence inachevée. Il lui restait encore 1 an pour finir son premier mandat. Il aurait été réélu et il aurait avancé dans les droits civiques. Il n'aurait peut-être pas augmenté la guerre au Vietnam et les recrutements des militaires au Vietnam parce qu'il se méfiait beaucoup des militaires. Et il aurait littéralement terminé la guerre froide. Déjà, avec la crise des missiles à Cuba, il avait réussi, avec Khrouchtchev, à s'entendre. Il avait fait un discours, peu de temps avant d'ailleurs d'être assassiné à Dallas, selon quoi il fallait qu'il y ait la paix mondiale et que ça suffisait, les 2 grands blocs qui étaient antagonistes. Donc, n'oubliez pas que c'est lui qui envoie les Américains sur la Lune, hein. C'est lui qui prend cette décision. C'est à lui à la prendre. Parce qu'il décide, il ne fait pas du en même temps, il tranche. Oui, mais c'est le cas de le dire. Mais juste, Philippe, il reste, l'image de Kennedy, c'est une légende du siècle, absolue. Parce qu'il était très beau, parce que Parce que Jackie était très belle aussi. Jackie était très belle, parce que c'est une tragédie, encore une fois, la tragédie, selon moi, irrationnelle. Vous savez, le grand écrivain américain Norman Mailer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « ça nous aurait tous bien arrangé qu'il y ait un complot ». Parce qu'au moins, il terminait en héros, massacré par les vilains qui voulaient sa peau. Tandis que là, c'est presque un fait divers, sauf que ça devient évidemment un événement historique. Et moi, je pense, encore une fois, que oui, on peut très bien admettre qu'il y a complot. Hein. Il y a tous les éléments
Par exemple, regardez ce très bon romancier qui est un ami, qui s'appelle Marc Duguin. Duguin, il est convaincu, il a écrit des livres entiers là-dessus, convaincu. C'est la chose sur laquelle lui et moi, on ne s'entend pas. Moi, je veux bien. Preuve du contraire. Apportez-moi la preuve. Donc, jusqu'à présent, à part évidemment les aveux de cet homme, tout d'un coup, ce Français venu de Corse d'ailleurs, avec un passé invraisemblable dans ce bouquin qui s'appelle Le Deuxième Tireur, qui pour moi est un roman, c'est un très bon roman, mais pour moi c'est pas la vérité. À part ça, il n'y a rien. Depuis 60 ans, dans un pays où tout est transparent, un jour ou l'autre, tout le monde sait tout, tout le monde parle, il n'y a rien. Merci. Philippe Labro, extraordinaire. Tiens, je remonte ça, c'était Mon Amérique. Voilà, le bouquin magnifique, genre un portrait superbe de JFK. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Je vous en prie.